Le groupe D du tournoi masculin des JO de Tokyo s'ouvre avec le duel Côte d'Ivoire-Arabie Saoudite. Avant cette première sortie des éléphants olympiques, Yves Boris nous plante le décor avant les échanges sur les chances ivoiriennes. Yves Boris, alors... il est déjà dans la mouvance. Si c'est comme ça, il doit courir demain. Sacré Yellow. Bonsoir Yellow, bonsoir JP. Salut, ça fait une éternité. Et Boris, oui. Je crois que Yellow a appelé le coach Aïdara pour qu'on bat votre nom. Parce que j'ai vu, vous étiez sur la liste. Mais là, c'est juste quelques foulées. Est-ce que vous m'avez bien vu sur le terrain en train de gambader? Pour ce que j'ai vu, ça ne me rassure pas trop. Allez, et Boris, présent avec nous ici, vous avez les oreilles connectées au Japon. Comment vont nos éléphants footballeurs à quelques heures de leur premier match, de leur première sortie? D'accord, après quelques séances d'entraînement sur place, nos éléphants sont concentrés, gonflés à bloc. Mais avant d'en dire plus, suivons ensemble cet élément. 3 jours après avoir atterri au Japon, les éléphants olympiques feront leur premier pas dans le tournoi masculin des JO 2021 face à l'Arabie Saoudite aux premières lueurs du jeudi 21 juillet. Contrairement aux hommes de Swalio à Aïdara, les jeunes faucons verts se sont jaugés, notamment face à l'Ouganda battu à domicile 2-0, pour se mettre dans le bain et se faire une idée de l'adversité africaine. La dernière fois que l'Arabie Saoudite croisait une nation du continent au JO, c'était en 1984 à Los Angeles, avec une défaite 1-0 face aux Lionceaux du Maroc. Un exemple qu'espèrent suivre les éléphants olympiques prêts mentalement pour le combat et ragaillardis par le trio des expérimentés que forment Eric Bailly, Franck Kessié et Max Alain Gradel. Une équipe armée d'individualités que devrait rejoindre Parfait Guiagon, annoncée pour éclairer le milieu de terrain ivoirien. Fini les péripéties autour de leur préparation, éteinte la crise des primes de qualification, l'heure est à présent à la mobilisation pour une victoire face à l'équipe qui semble la plus digeste des premiers tests dans un groupe D où attendent ensuite et tour à tour le Brésil et l'Allemagne. Allez, l'élément est fini sur le groupe de la Côte d'Ivoire. On rappelle rapidement. Le groupe de la Côte d'Ivoire, on a l'Allemagne, on a le Brésil et puis bien sûr l'Arabie Saoudite. Tout simplement. Alors, amis téléspectateurs, je rappelle la question LGT de ce jour. Parfait Guiagon est-il un renfort déterminant pour les éléphants? Le téléphone est ouvert. Le numéro plus 225 27 21 59 93 99. C'est le moment de nous appeler pour nous donner votre avis, ce que vous pensez naturellement de la question LGT de ce soir. Alors, avant d'évoquer bien sûr les éléphants, que sait-on de cette sélection olympique d'Arabie Saoudite, Yves Boris? Oui, c'est une sélection qui, pour se qualifier dans la zone Asie, était dans la poule B, en compagnie de la Syrie, du Qatar et du Japon. Et, les Faucons verts ont terminé en tête de leur groupe avec 7 points. En quart de finale, ils ont battu la Thaïlande 1-0. Même score en demi-finale face à l'équipe de l'Ouzbékistan. Et puis en finale, ils se sont inclinés face à la Corée du Sud sur la marque de 1-0. Pour les préparatifs des JO, eh bien, la sélection olympique saoudienne a livré 3 matchs amicaux entre le mois de juin et celui de juillet. Le 8 juin, ils ont fait match nul 1-1 face à la sélection mexicaine de U23, 1-1. Face à l'équipe de l'Argentine U23, eh bien, ils ont été battus 2-0. Et puis, ils ont arraché une victoire le 5 juillet face à l'équipe ougandaise de U23. Et puis, après cette rencontre, l'équipe s'est envolée pour la Roumanie. C'est là-bas qu'ils ont terminé la dernière phase de leur préparation avant de rallier Tokyo le 15 juillet dernier. Alors, Jean-Philippe, côté préparation, on note 3 matchs contre 0. Oui, quand même, parce que leur préparation. Oui, ils n'ont pas eu le même souci que la plupart des sélections qui seront présentes du côté de Tokyo, parce que la Côte d'Ivoire. Voilà, notamment la Côte d'Ivoire, parce que nous on dépend énormément de la colonie avec des expatriés, alors que du côté de cette sélection de l'Arabie Saoudite, il n'y a aucun joueur qui évolue à l'étranger. Donc, ils ont pu allègrement se préparer sur le territoire. Ils ont bien programmé leurs rencontres. Ils se sont déplacés assez rapidement chez les différents, les différents adversaires qu'ils ont eu à affronter. Et il faut noter également que cette équipe de l'Arabie Saoudite est arrivée assez tôt du côté du Japon. En tout cas, on sent qu'au niveau de cette formation-là, qu'elle veut véritablement arriver le plus loin possible dans cette compétition. C'est une équipe qui
va forcément renforcer l'équipe senior dans l'optique de la Coupe du Monde au Qatar. On a dit c'est une Coupe du Monde qui a lieu du côté du Moyen-Orient, donc ils feront tout pour être présents. Et à partir de ce moment-là, les JO seront un tremplin pour certains joueurs. Et donc, les petits plans ont été mis dans les grands pour permettre à cette équipe d'Arabie Saoudite d'être prête dès l'entame de cette compétition. D'accord. Alors, Yves Boris, autant la Côte d'Ivoire s'est renforcée avec Gradel, Kessie et Bailly, quels sont ceux de l'Arabie Saoudite? Ah oui, l'Arabie Saoudite s'est renforcée avec 3 joueurs du club de Al Hilal. Il faut savoir que Al Hilal est le club le plus titré du pays. Et donc, on a l'arrière gauche Yasser Al-Sharani, il a 29 ans. On a l'ailier gauche Salem Al-Dawazari, il a aussi 29 ans. Et puis le dernier, c'est Salam Al-Faraj, qui est un milieu de terrain. Il a 31 ans et c'est lui d'ailleurs qui sera le capitaine de cette sélection olympique. Ce qu'il faut savoir encore, JB, c'est que ces 3 joueurs qui renforcent la sélection olympique saoudienne jouent déjà avec l'équipe senior depuis au moins 2012-2013. Ils sont expérimentés. Donc déjà, ils ont de l'expérience. Et puis on n'oublie pas qu'ils ont disputé la Coupe du Monde 2018. D'ailleurs, ils faisaient partie du 11 entrants qui a battu l'équipe de l'Égypte dans la poule A lors du Mondial 2018. Et d'ailleurs, dans cette rencontre-là, on a Salem Al-Dawazari et puis Salam Al-Faraj qui ont inscrit les 2 buts saoudiens face aux Égyptiens. Donc c'est pour dire que ce sont des joueurs qui ont de l'expérience à revendre dans cette compétition. D'accord. Alors, messieurs et dames, avec ces informations, la Côte d'Ivoire ne devrait pas normalement plonger dans l'inconnu. Quelles sont les chances de nos pachydermes dans cette compétition, surtout face à cette sélection-là? On va prendre l'avis de Yellow. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Les chances sont minimes parce que tout à l'heure on parlait de la préparation de l'Arabie Saoudite. Je pense que nous partons déjà handicapés par rapport à l'Arabie Saoudite. Certains disaient que l'Arabie Saoudite partait moins favorite que la Côte d'Ivoire parce qu'on ne connaissait pas cette sélection de l'Arabie Saoudite, cette formation-là. Mais au vu de tout ce que Yves Boris a dit, cette équipe-là sait véritablement qu'elle doit se préparer. Elle est partie plutôt du côté du Japon pour pouvoir s'acclimater déjà même avec le climat japonais, pouvoir prendre ses repères, parce que c'est aussi important. Une chose est de s'entraîner, de faire des matchs de préparation, mais une chose aussi est de s'acclimater, de voir comment est-ce qu'on pourrait se comporter au Japon, ce qui a manqué à cette équipe de la Côte d'Ivoire là, parce que côté préparation c'est compliqué avec les automatismes aussi, les joueurs. C'est vrai qu'on a eu des recrues avec Max Gradel, avec Franck Kessié, mais pour moi ce n'est pas suffisant parce qu'on n'a pas eu le temps de pouvoir bien travailler pour que la mayonnaise puisse prendre avec cette équipe de la Côte d'Ivoire là. Donc, nos chances paraissent très, très, très minimes. D'accord. On va prendre l'avis dans quelques instants de nos 2 chroniqueurs ici. Avant, on va prendre l'appel de M. Yodé qui nous appelle de Lakota. Voilà. Bonsoir, M. Yodé. Bonsoir, M. Yodé. Bonsoir, JB. Comment allez-vous, M. Yodé? Oui, ça va. Un peu d'études, n'avoir pas pu appeler hier. D'accord. Plutôt, n'avoir pas pu être en public. Que j'ai essayé, mais bon. Bon, il y a des jours sans. D'accord. Donc, la question est du jour. Ouais. Je vais juste souhaiter beaucoup de force, de courage et bonne chance à nos pachydermes. D'accord. Au match de demain. Et concernant donc l'apport de François Diagon, c'est un joueur que nous découvrons. On sait qu'il évolue en Israël. Je crois qu'il était d'abord au Maccabi de Haïfaou, Maccabi Tel Aviv. Il n'a pas beaucoup joué. Par contre, cette saison, dans l'équipe dans laquelle il évolue, je crois qu'il a joué une vingtaine de matchs ou une poignée de buts inscrits. On considère donc de ce fait-là qu'il est en jambes. On souhaite, on espère, vu son profil, qu'il pourra être le chemin manquant au niveau du milieu de terrain. Ce qu'on espère. Après, on a nos cas habituels. En se basant sur ces joueurs-là, le match de demain devrait être une formalité. Hein. On ne va pas vendre la peau de mousse avant de l'avoir tirée, mais on va dire que ça devrait passer pour les éléphants. Donc, on se fait pour leur souhaiter donc bonne chance pour le match de demain. D'accord. Et puis, souhaiter également que le coach Ali ou bien pas rentrer en cours de jeu par Diagon. D'accord. Pour qu'on puisse voir de quoi il est capable. On n'a pas eu les matchs d'Anko pour apprécier les qualités des joueurs qui n'ont pas encore fait leur classe avec les défenses.
Donc, Ok. tout ça mis ensemble, voilà, c'est juste pour dire qu'on soutient les éléphants, comme d'habitude. D'accord. Parfait Diagon, on espère qu'il fera une bonne entrée. Je pense qu'il a des qualités. Ok. On n'a pas eu la chance de le suivre, mais on C'est- a quelques informations ça et là. Et D'accord. donc, on espère qu'il pourra faire son trou, comme d'autres sont déjà passés par là. On lui D'accord. C'est bien noté, monsieur Yodé. pour Adja Philippe également. Salut. Excellente soirée à vous, monsieur Yodé. Merci. Et à demain, pourquoi pas. Ok, merci bien. La question LGT de ce soir, amis téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, concerne donc les JO et nos pachydermes, donc U23, surtout Parfait Guiagon. Est-ce qu'il est un renfort déterminant pour les éléphants? Voilà, c'est la question LGT de ce soir. Parfait Guiagon est-il un renfort déterminant pour les éléphants? Va falloir nous appeler. Le numéro de téléphone plus 225 27 21 59 93 99 pour réagir ou aller sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un commentaire sur les chances de la Côte d'Ivoire, Yves. Oui, les chances de la Côte d'Ivoire, j'aurais voulu dire qu'on a nos chances intactes puisque on part quand même avec des joueurs de qualité. C'est vrai qu'on a eu une préparation bâclée, ça il ne faut pas l'oublier, qui ne s'est pas bien faite, qui s'est pas bien préparé, on ne s'est pas bien préparé. On n'a pas eu de véritable match test avec une nation et ça c'est un gros bémol dans notre préparation. Quand on regarde un peu la préparation de cette équipe saoudienne, eh bien on se rend compte que c'est une nation qui prend ses jeux au sérieux et les moyens ont été dégagés pour que cette sélection soit dans des conditions optimales pour aller à cette première rencontre. Véritablement, c'est une sélection saoudienne qui va nous poser beaucoup de problèmes au regard quand même des joueurs qu'on a pu évoquer tout à l'heure, qui sont des joueurs de qualité, qui sont des joueurs qui sont très bons et qui pourraient pourquoi pas nous faire mal. On n'oublie pas que derrière cette équipe, il y a l'ombre d'un certain Hervé Renard qui plane dans la mesure où c'est lui qui est à la tête de la sélection senior de cette équipe saoudienne. Donc les 3 joueurs qui vont renforcer l'équipe U23 sont des joueurs qui sont coachés par un certain Hervé Renard. Donc attention. Mais notre équipe quand même nous présente des certitudes au regard des joueurs qui composent cette sélection, qui sont quand même réguliers dans leur club et qui ont joué quand même les premiers rôles dans leurs différents clubs. Donc je me dis qu'avec ça, on peut se dire on a nos chances sur le premier match, on peut faire un résultat, mais je vais dire c'est quand même du 50-50. D'accord, c'est bien noté. On va prendre à présent l'appel de M. Sinali. Bonsoir, M. Sinali. Bonsoir, JB. Bonsoir, la grande. Comment ça va, Yopougon? Monsieur Sinali. Monsieur Sinali. Ouais, oui, ça va. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Sur la liste, on a Parfait Guiagon. Et Alors, selon M. Yodé, on le découvre. Et pour lui, en tout cas, on espère qu'il fera bonne impression si jamais il a la chance d'être injecté dans le 11 de départ ou même après. Est-ce que vous pensez que c'est un renfort déterminant pour les éléphants? Non, je ne sais pas d'abord. J'ai dit non. Pourquoi? Gabon, parfait, c'est vrai, il joue en Israël, mais en club de basket, c'est plus bon. Moi, chez moi, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent remplacer pas Gabon parfait. Je vois tout de même Ahmed, c'est Saouri. Lui, il joue à Sassou. Lui, il est bon. Il y a assez de joueurs pour remplacer, mais il ne faut pas Gabon parfait. Qui peut changer. Non, je ne vois pas. Moi, mon côté, c'est non. D'accord, et vous êtes sceptique par rapport à ça. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Sinali. Merci beaucoup. Bonne émission. Merci beaucoup. Alors, Jean-Philippe, on va partir pour la question LGT de ce soir. On va parler un tout petit peu de Guiagon Parfait. Quel est votre avis sur la question? Parfait, c'est un magnifique footballeur. Hein. Bon, il y a certains auditeurs, il y a certains téléspectateurs qui disent ne l'avoir pas connu, mais il faut dire que c'est quelqu'un qui a battu pratiquement tous les records de précocité au niveau du football ivoirien. C'est le plus jeune joueur à avoir participé à un championnat national de Côte d'Ivoire. C'est une pépite. Et en étant même en Côte d'Ivoire ici, il a été cité parmi les meilleurs espoirs du football mondial. C'est dire déjà la qualité du garçon qui avait dépassé nos frontières. Et ça a attisé beaucoup la convoitise des plus grands clubs. Il a passé des essais un peu partout. Ces essais ont été concluants. Mais c'est au niveau de la conclusion avec ses représentants que ces contrats n'ont pas pu être faits. Il était annoncé du côté de l'AS Monaco. Il a réussi un test du côté du FC Barcelone. Mais sauf que Barça, à l'époque, voulait l'utiliser d'abord en équipe de jeunes, alors que le garçon voulait rapidement s'émanciper, vu qu'il estimait avoir ses chances avec l'équipe de la Côte d'Ivoire.
avant de s'exiler du côté d'Israël, où il fait aujourd'hui ses armes en espérant revenir du côté de l'Europe. À mon sens, ce n'est vraiment pas un garçon sur qui on peut débattre de son talent. On sait que depuis un certain moment en Côte d'Ivoire, on cherche ce numéro 10 créatif qui va pouvoir aérer le jeu offensif de l'équipe nationale. Et dans la recherche de ce numéro 10-là, on a transformé un ailier pur dans ce registre de jeu qui est Max Gradel. Alors qu'on sait que Gradel, c'est vrai, n'eût été l'expérience, il a des limites dans la vision du jeu. Si Aïdara Choualio, en l'absence de Bayo Vakoun, a appelé Giagon Parfait, ça vous donne plus de chances dans la diversité du jeu qu'il va mettre au niveau de l'équipe nationale. Sauf que Giagon Parfait manque d'entraînement avec l'équipe nationale, donc de cohésion avec le jeu de la formation. On espère simplement que cela va arriver durant les rencontres et que rapidement, avec son talent, il pourra se mettre au diapason de ses coéquipiers. Sinon, à part ce petit aspect, je pense que c'est un renfort de poids pour cette formation au vu du registre qu'il peut apporter à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. D'accord. La grande team se poursuit, amis téléspectateurs, et vous avez là la possibilité de nous appeler pour réagir sur, bien sûr, la question LGT de ce soir. Parfait Giagon est-il un renfort déterminant pour les éléphants? On va prendre l'appel de M. Diomandé Menassa. Voilà, j'y arrive. M. Diomandé, comment allez-vous? Je vais bien. D'accord. Vous nous appelez d'Abobo? Oui. Alors, on a la question LGT de ce soir. Monsieur Sinali ne pense pas que Parfait Giagon est un renfort déterminant pour les éléphants. Et quel est votre avis sur la question? C'est un bon renfort à faire pour moi. D'accord. Voilà, comme Jean-Philippe l'a dit. D'abord, quand tu penses aux éliminatoires de la CAN U23, Giagon Parfait a participé à ces matchs. Voilà, donc il n'est pas étranger à cette équipe-là. C'est nos trois grands-là qui sont étrangers à cette équipe. Sinon, si, au niveau des jeunes, c'est leur équipe. Donc, pour moi, c'est un renfort parfait. Parce que Jean-Philippe l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, dans le football actuel, nous, on est un peu dans la formation. Dans le football actuel, quand un enfant est tué, on arrache son talent. Mais Giagon Parfait, c'est un enfant talentueux. C'est le numéro 10 typique qu'on a besoin dans le football. Je n'exagère pas, je pense même bien que dans le football, actuellement, Giagon Parfait est le seul numéro 10 typique. Et moi, personnellement, je connais dans le football ivoirien. Voilà, donc c'est un apport parfait, mais le seul bémol que Jean-Philippe a dit aussi, là, en tout cas, lui, il a déjà résumé tout. Il n'a pas eu, voilà, il vient d'arriver, il n'a pas eu assez de préparation, même s'il n'est pas titulaire. Mais il peut rentrer en cours du jeu, puisqu'il sait de quoi il s'agit. Voilà, c'est mon avis. D'accord. Ce qui me surprend, monsieur, s'il vous plaît, oui, c'est la non-sélection d'Ahmed Traoré. C'est le porteur d'eau de cette équipe. Donc, je ne sais pas s'il est touché ou bien qu'est-ce qui s'est passé. Bon, je ne vais pas faire l'entraîneur à la place de l'entraîneur. Mais vraiment, ça me surprend. Je n'arrive pas à comprendre, mais je n'ai pas d'informations dessus. Si c'est par rapport à une blessure qui n'est pas dans cette équipe. D'accord. Voilà, merci beaucoup. voilà. Monsieur Diomandé Menassa. D'accord. Merci. Voilà. Alors, Monsieur Diomandé pense que c'est un bon renfort. Il vous rejoint, Yves, Jean-Philippe? Oui, bien évidemment, mais j'aimerais tout simplement dire à M. Diomandé que dans la constitution de cette équipe U23 pour les Jeux Olympiques, le sélectionneur ivoirien a eu beaucoup de difficultés à convaincre certains clubs de libérer leurs joueurs et je pense que Traoré en fait partie. Voilà, parce que c'est un élément, comme il a dit, déterminant pour l'équipe nationale, mais aussi pour son club. On a pu se rendre compte également de l'absence du véritable porteur d'eau du milieu des terrains de cette équipe nationale, Sangaré, qui est du côté du PSV Eindhoven. Quand on regarde un peu dans cette sélection nationale des U23 de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de joueurs de qualité même qui manquent. On avait espéré voir le chouchou de Yellow, Jérémy Boga. Bon, malheureusement, il ne pourra pas être présent, mais je pense que les hommes qui ont été sélectionnés par Aïdara Choualio feront le boulot. Et je pense que ceux qui n'ont pas pu venir vont s'unir également et leur apporter des ondes positives. D'accord. Parfait, Giagon, c'est effectif. Voilà, c'est un renfort pour notre sélection. L'absence de Bayo Vakoum a été donc évoquée ici. Ils étaient nombreux à spéculer là-dessus. Aujourd'hui, la recrue de la Gantoise a réagi. Écoutons-le. Effectivement, je devais être avec le groupe aux Jeux Olympiques. Chose malheureusement qui n'a pas été. Je suis vraiment déçu.
de ne pas pouvoir honorer les couleurs de mon pays, de ne pas être avec mes amis. C'est avec déception que je fais cette vidéo pour parler de tout ça. Cela a commencé déjà quand j'étais à Toulouse. J'ai reçu une pré-convocation pour le rassemblement qui devait se faire en début juin à Abidjan. Après les vacances, je devais retourner à Celtic. Donc, la pré-convocation devait être envoyée au Celtic. Puisque après le 30, je ne suis plus sur le compte de Toulouse FC. Du coup, quand je suis rentré à Abidjan, j'ai notifié ça à la fédération pour dire qu'ils devaient envoyer le courrier au Celtic. Mais bien avant, j'avais déjà parlé un peu au Celtic que mon envie d'être en sélection U23 pendant les Jeux Olympiques. Ils ont dit OK, mais ils n'avaient pas encore reçu de pré-convocation ni rien. Donc j'ai notifié à la fédération et ils m'ont dit qu'ils allaient envoyer la convocation. Et la convocation est arrivée le même jour que le coach Aïdara Soilio a donné sa liste. Et du coup, le Celtic avait changé d'entraîneur et l'entraîneur voulait voir tout le monde. Et moi, je ne voulais pas rester au Celtic, comme je l'avais dit tout à l'heure. Je ne voulais pas rester au Celtic, donc moi, je leur ai dit que moi, je n'allais pas reprendre tant qu'ils ne négociaient pas avec le club de Genk, parce que moi, je ne voulais pas rester au Celtic. Ils ont pris ça en mal. Ils ont répondu à la fédération que le joueur ne va pas bouger, parce qu'il va faire sa préparation et voilà, donc il ne va pas bouger. Il va en Belgique, on n'a fait pas du problème au club. Ils ont dit ils nous comprennent, mais eux aussi, le 22, ils commencent les barrages de la Coupe Conférence. J'ai eu aussi le souci des cartes de séjour parce que ma carte de séjour que j'ai eue en France expirait dans 2 jours. Donc ça allait être un autre problème encore à mon retour des JO parce qu'ils allaient encore faire un visa et tout. Et en plus de ça, j'allais pas être sur la liste de la compétition européenne, tout ça. Donc, ils ont décidé de ne pas me laisser partir au JO. Voilà pourquoi je ne suis pas au JO avec mes amis. J'aimerais présenter mes excuses au sélectionneur Aïdara Soilio, à mes coéquipiers et à toute la nation ivoirienne pour mon mot de fin. J'aimerais dire un grand merci à l'équipe de la 3 parce que grâce à eux, j'ai pu dire ce qui s'est réellement passé et on espère voir la Côte d'Ivoire et revenir avec une médaille. Le vœu de tout le monde. Allez les éléphants. Ah, voilà, allez les éléphants, on reste un peu, enfin sans voix pour moi personnellement. Difficultés, coïncidences, incompréhension, bref, on va revenir un peu là-dessus. En attendant, on va prendre l'appel de M. Adama Koné qui nous appelle de Korogo. Bonsoir M. Adama Koné. Bonsoir M. Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ça va un peu. D'accord. Je salue tous ceux qui sont autour de vous, M. Philippe, Yelo et, comment on appelle, M. Boris. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. D'accord. Vraiment, la sélection ivoirienne, elle n'est pas mauvaise. D'accord. Oui. Mais, pour moi, il devrait y avoir une préparation, une véritable préparation pour les athlètes. D'accord. Cela n'a pas été le cas. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que... Et quand il y a un tel cas, on ne cherche pas à préparer la sélection et on va avoir des résultats. Demain, c'est pour parler de n'importe quoi aux joueurs dans les rues de gauche à droite. Et depuis que ça a commencé, les autres pays se préparent. Et on a assis. Sinon, je pense que les joueurs que le sélectionneur a sélectionnés sont très, 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 très valables. D'accord. Voilà. Okay. Voilà mon point de vue. Bon, prions Dieu demain qu'on gagne. Mais si on ne gagne pas, il faudra pas qu'on soit surpris. C'est bien noté, M. Adama Koné. Voilà, mais mon souhait qu'on gagne. D'accord. Bien de choses à la famille. Merci. Vraiment, à vous pareillement. Voilà, merci beaucoup. Oui. Voilà, on a entendu M. Adama Koné, voilà. Il est pas remonté. Oui, franchement, ça, on a pu le comprendre. Oui. On comprend aisément pourquoi beaucoup d'Ivoiriens sont sceptiques
mais on va garder toujours quand même espoir en espérant qu'il y ait un sursaut d'orgueil, il y ait cette envie d'aller faire un bon résultat de la part quand même des éléphants U23. Voilà, Jean-Philippe, vous l'avez évoqué, difficulté pour certains clubs de libérer les joueurs. Là, on a entendu Bayo Vakoun, incompréhension, lenteur. Il y a un peu de tout dans son Jean-Baptiste, histoire. je pense que ce n'est même pas de l'incompréhension. Il faut le dire, il faut employer les thèmes qu'il faut. C'est de la négligence. La négligence est un très haut niveau. Parce que sûrement qu'on a eu la chance aujourd'hui d'avoir un joueur comme Bayo Vakoun qui a décidé de ne pas pratiquer la langue de bois. Il a dit de manière crue ce qui s'est réellement passé. Je suis un peu surpris d'apprendre, comme la majorité des Ivoiriens, qu'un joueur connaissant très bien son environnement en club ait prévenu les responsables administratifs de la Fédération ivoirienne de football sur la manière dont il devait s'y prendre avec le club dont il est la propriété en termes de contrat pour lui permettre d'être présent au niveau des Jeux Olympiques et que cela n'a pas été fait dans les règles de l'art. Envoyer un seul mail avec une convocation à un club pour annoncer à ce club-là que ce joueur-là risquerait d'être présent avec sa sélection nationale aux Jeux Olympiques, il ne faut pas plus de 3 heures, je dirais même plus de 5 minutes pour le faire. Pourquoi attendre jusqu'au dernier jour où le garçon est retourné en club, il est en conflit avec le club, la date butoir pour faire sortir la liste, pour envoyer ce mail. Voilà, bon, je pense que c'est... Aujourd'hui, on a essayé de... Je ne vais pas dire on a essayé de faire croire que le garçon était le véritable responsable de sa non-sélection, quoique on avait senti ça un tout petit peu à travers des articles qui ont fusé ça et là, mais il vient de restituer les faits réels. Il faut qu'on revoie un tant soit peu cet aspect au niveau de la fédération, parce que ces dernières années, on a eu quand même beaucoup de soucis d'ordre administratif entre griffes pour la convocation de certains joueurs. Donc là encore, c'est une autre goutte d'eau dans ce vase qui ne cesse de déborder d'ailleurs, et on espère que ce sera tout simplement la dernière goutte d'eau. D'accord. Alors, il y a également un sujet qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux en ce moment. Il s'agit du nombre de joueurs de plus de 23 ans autorisés pour les JO. La FIFA en autorise 3 et il y en a 4 chez les éléphants olympiques. Est-ce que cela peut perturber l'équipe avant, bien sûr, d'affronter l'Arabie Saoudite? Voici encore un autre souci qui vient s'ajouter à ce que Jean-Philippe vient de dire. C'est inadmissible de voir quand même une fédération qui s'appelle la Fédération ivoirienne de football tomber dans de tels amateurismes. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que les managers, les intendants et consorts faisaient? Comment peut-on oublier qu'il y a des joueurs qui ont plus de 24 ans qui sont dans cette sélection? On a quand même le temps de regarder les papiers, de vérifier les âges et consorts, les dates de naissance, pour dire, tiens, attention, celui-là, il peut pas faire partie de la liste, dans la mesure où toutes les sélections ont droit à 3 joueurs de plus de 23 ans pour intégrer notre sélection, comme l'équipe U23. Je crois qu'à un moment donné, il faut revoir un certain nombre de choses, il faut revoir la manière de gérer l'aspect administratif, parce que ça nous met en retard. Aujourd'hui, là, on a le souci avec Bayo Vakoun qui ne peut pas venir en sélection parce qu'il y a certaines personnes qui se sont amusées à retarder l'envoi de certains papiers aux différents clubs pour que les joueurs puissent rejoindre les sélections assez rapidement. Et ça encore, c'est un autre cas qui vient tout simplement montrer à quel point, du côté de la Fédération ivoirienne de football, il y a un laisser-aller. D'accord. Jean-Philippe, il y a un article sur le site officiel de la FIFA qui est vraiment clair sur ce détail-là. Oui, je voulais même revenir là-dessus. Vous savez, Jean-Baptiste, même dans des tournois de proximité, les tournois de quartier, on a reçu tout à l'heure le chargé de la communication de mini-foot. Il vous le dira, avant de prendre part à une compétition, le premier élément à regarder, c'est le règlement de la compétition. Et c'est sidérant. Je suis à Abidjan, je cherche le règlement de cette compétition, je fais une recherche sur un moteur de recherche et je vais sur la page de la FIFA qui met ce règlement-là, je dirais de manière gratuite et accessible à tous. C'est-à-dire même moi, je suis à même de lire ce règlement que l'on voit en illustration ici, le point 13, alinéa 4 de ce règlement, qui dit afin de pouvoir participer aux compétitions préliminaires et finales du tournoi masculin, les joueurs doivent être nés le 1er janvier 1997 ou après. Cependant, pour la compétition finale, un maximum de 3 joueurs ne répondant pas à cette limite d'âge peuvent être inclus dans la liste officielle des joueurs. C'est clair.
Si vous êtes né avant le 1er janvier 1997, vous ne pouvez pas prendre part à cette compétition. Dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, on a Yves Dabila, latéral gauche, qui est né le 1er janvier 1997. Il rentre dans ce canevas. Mais comment est-ce qu'on peut laisser passer entre les mailles de ce simple contrôle un joueur qui est né en 1996? C'est incroyable. Si le sélectionneur a pris ce joueur, que peut-être il n'a pas regardé cet aspect. Le manager, il doit pouvoir regarder cet aspect jusqu'à ce que même cela soit validé au plus haut niveau, permettre à ce garçon-là de bénéficier de tous les documents administratifs pour voyager avec sélection nationale. On devait, à travers le règlement intérieur, dire non, monsieur ne peut pas participer à cette compétition. C'est humiliant pour la Côte d'Ivoire de se retrouver dans de telles situations. C'est cette impréparation-là qui est arrivée à un summum aujourd'hui concernant cette équipe nationale et qui aujourd'hui nous revient au visage comme ça. Il faut arriver en terre japonaise pour qu'on nous fasse l'interprétation d'un tel texte qui est assez clair. Là, je dis non. D'accord, Jean-Philippe. La grande question, ce joueur, qu'est-ce qu'on fait de lui? Est-ce qu'on le conserve dans la sélection ou on le retire? Parce que ça aussi. Bon, on a parce que la loi est claire. Voilà. Il ne peut pas prendre part à ces jeux. On ne nous dit rien. D'accord. On a Bailly. Oui. On a Gradel. Kessié. On a Kessié. Et on a Mori. On a ce garçon qui s'appelle Mori Keïta. Donc, je me dis à un moment donné, qu'est-ce que là on fait? Parce qu'il faut prendre une décision. Soit il rentre dans son club, ou bien il revient. Donc, il rentre, on le remplace ou... Non, mais là, la liste définitive est arrivée, c'est terminé. On va jouer à 21. Donc, on se pénalise. Bien évidemment. Malheureusement. Yellow. Et là, j'imagine, si on a un cas de Covid, je touche du bois, si on a un joueur qui se blesse au cours de la rencontre, mais on sera vraiment handicapé dans cette compétition. Pourtant, c'est une sélection de Côte d'Ivoire quand même qui devait avoir de l'expérience sur la gestion de ce genre de choses. Mais aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe, moi j'ai... Boris le dit clairement, c'est une déstabilisation interne. Hein. C'est une déstabilisation interne du groupe. Vous avez posé la question de savoir si cela ne va pas agir sur le groupe. Ce sont ces genres d'éléments qui agissent, bien évidemment, sur un groupe. Voilà, parce que regardez l'atmosphère déjà de la préparation des garçons. Au niveau des conditions, ils se plaignaient. Ils ont réclamé leur prime de qualification. Leur prime de participation est arrivée pratiquement lorsqu'ils ont foulé le territoire japonais. Et là, alors qu'ils doivent prendre part, excusez-moi, à une rencontre, on leur annonce que non, écoutez, parmi vous, il y a un garçon encore qui ne respecte pas les normes. Mais là, les garçons, ils vont se demander, mais pour les professionnels, ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'on fait là? Voilà. Franchement. Alors, on va prendre l'avis de M. Bakayoko qui nous appelle de Williamsville. Bonsoir, M. Bakayoko. Ah, il est parti malheureusement. Voilà. Jean-Philippe, un petit truc à ajouter? Non, mais je pense que j'ai suffisamment parlé de ce point-là. Je suis sidéré en colère face à toutes ces situations. Bon, d'accord. En tout cas, on attend de voir la suite, d'avoir les informations, les retours de Tokyo, ce qui va se passer, naturellement, suite à cette situation-là. Alors, les éléphants, on l'a dit hier, ont perçu leur prime, vous l'avez évoqué à l'instant, leur prime de participation après celle de qualification. On peut dire que la sérénité est totale. Enfin, est-ce qu'on peut dire que la sérénité est revenue totalement? Yellow. La sérénité financière, oui, est revenue. Par contre, on a un autre souci parce qu'on finit avec la sérénité financière, on revient avec cette histoire d'âge-là. Je pense qu'on ne va pas terminer, on ne va pas en finir avec cette équipe de la Côte d'Ivoire là parce que pour moi, c'est un feuilleton. À chaque épisode, il y a une nouvelle intrigue et tout. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. C'est vrai que les garçons avaient demandé leur prime de participation et la prime de qualification. Merci déjà au ministère qui a rapidement mis les petits plats dans les grands pour pouvoir satisfaire ces joueurs-là. Mais c'est un peu tard quand même. C'est un peu tard par rapport à ces joueurs-là qui devaient avoir cette prime-là bien plus tôt. Depuis 2019, qui ont attendu. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. On espère que cette sérénité financière-là pourra les galvaniser sur le terrain demain. D'accord. Alors, Yellow, c'est quoi votre pronostic déjà? 2-1 pour la Côte d'Ivoire. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Yves Boris? Moi, je vois un match nul partout. D'accord. Jean-Philippe, je vais prendre votre pronostic, mais avant, si vous étiez à la place du coach Aïdara, ça donnerait quoi, votre 11 type?
Bon, Aïdara, même, il a beaucoup de problèmes, donc je vais l'aider quand même à donner une sélection pour demain. Jean-Philippe, il vous regarde. Oui, bien évidemment. Bon, de toute façon, je pense qu'on connaît les cadres de cette équipe qui vont débuter la rencontre. Je suis quasi certain qu'il va faire jouer Iratapé, qui est son gardien titulaire, dans les perches. Sur le côté droit, Wilfried Sengo, qui a démontré de très bonnes dispositions avec l'équipe A. C'est vrai qu'il était utilisé au niveau du milieu de terrain face au Ghana lors de la dernière rencontre préparatoire de l'équipe A de la Côte d'Ivoire. Mais là, au niveau de cette formation U23, je pense qu'il va jouer latéral droit. Dans la défense centrale, je pense que ça va être l'affaire de Eric Bailly et Diallo Chester. Et à gauche, Zé Ouattara, le latéral gauche de la formation de Victoria Guimarães, pourrait faire l'affaire. Au niveau du milieu des terrains, Kissé Franck va évoluer en sentinelle. Devant lui, il y aura son autre compère, Max-Alain Gradel, qui est descendu d'un cran pour organiser le jeu. Il va être aux côtés de Doumbia Idrissa, qui, lors de la CAN U23, était sur le banc de touche, mais qui a gagné en volume au niveau de sa prestation dans ses différents clubs en Europe. Et en attaque, là où on a encore amputé d'un joueur avec la sortie de Mori Keita, on aura Doumbia Bakar sur le flanc droit offensif, Kwame Christian au niveau du front de l'attaque et Timothée Cheick sur le côté. Donc moi, c'est ce que je vois au niveau de cette équipe. Maintenant, terminer pour petit bémol entre Doumbia Idrissa et Eboué Christ au niveau du milieu de terrain. Moi, je suis un optimiste, même si cela ne plaît pas trop à Yellow. Je dirais 3 buts à 1 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. On va partir pour la pub. Yves Boris, vous allez céder votre siège à Dorgelès Kofi pour la suite de l'émission. Pour l'instant, on part pour la pub.